Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la clause de liquidation préférentielle. La clause de liquid pref, c'est une clause qui est, vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est une clause qui est très protectrice pour la personne qui en bénéficie, donc souvent le fonds VC, et souvent ça peut se faire au détriment des anciens actionnaires, dont les business angels. Donc vous êtes concerné en tant que business angel, donc cette vidéo est cruciale à bien comprendre pour mener des négociations lors de vos futures levées de fonds. Quand vous avez déjà investi dans un tour et que voilà, la boîte doit lever à nouveau des fonds, bien comprendre la notion de liquid pref pour notamment bien faire comprendre à l'entrepreneur ce qui est en jeu, ce qui est en cours, l'impact sur vous, en fait ça va pas forcément lui parler, mais l'impact sur lui, super intéressant. En fait simplement, sans clause de liquid pref, par exemple si on a deux actionnaires qui ont 50% d'une boîte, en cas de revente, ils touchent chacun 50%. Mais en cas de clause de liquid pref, on peut avoir donc des cas de liquidation préférentielle, donc une personne va toucher de l'argent en priorité. Par exemple, une personne va investir 300 000 euros dans une société et il va mettre une clause qui fait que peu importe ce qui se passe au moment de la revente, il faut qu'il touche en priorité ces 300 000 euros. Donc, c'est-à-dire que même si la société, par exemple, est revendue 400 000 euros, eh bien, il y a 300 000 euros forcément qui vont à cet investisseur. Ensuite, il y a la clause va détailler ce qu'on fait des 100 000 euros restants. On va rentrer dans les détails. Et en gros, c'est ça. C'est simplement que on va venir protéger un investisseur en lui permettant de toucher l'argent de la revente ou de la de l'exit ou en cas de faillite aussi en priorité. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des actions de préférence. Donc cet actionnaire qui bénéficie de la ligue pref va devenir un actionnaire prioritaire au moment de la revente. Alors on a plusieurs formes donc de liquid pref. La première, ça va être la non-participating. En fait, la personne qui bénéficie d'un liquid pref, donc par exemple qui a investi 1 million d'euros avec liquid pref, va décider au moment de la revente ce qui est le plus avantageux entre récupérer son million d'euros ou toucher au prorata de sa part. Donc évidemment, si c'est en dessous d'un million, elle va choisir le million, et si c'est au-dessus d'un million, elle va prendre au prorata. Elle va prendre la meilleure option des deux. Au prorata, c'est simplement j'ai 30% de la boîte, je touche 30% de la revente. La clause donc de liquid pref en mode participating, c'est la plus dure, c'est-à-dire que à la fois l'investisseur va récupérer son investissement et en plus de ça, il va récupérer sa part au prorata. En plus de ça, l'investisseur peut ajouter un multiple à son liquid pref. Donc par exemple, s'il a mis 1 million, il peut décider de mettre une clause, en tout cas de négocier une clause de 2x et donc de récupérer 2 millions. Alors, et pareil, avec ces multiples, on peut avoir une clause participating, non-participating. Et si on est sur du participating, on peut avoir aussi des clauses plus complexes qui vont plus se voir dans le private equity notamment, mais de waterfall où en gros, on va récupérer en priorité l'investissement et derrière, on va par exemple récupérer un peu moins que notre prorata. Comme ça incite énormément les fondateurs à avoir l'exit le plus gros possible. J'explique pourquoi. Parce que si l'exit est faible, eh bien dans tous les cas le fonds est remboursé. Et si l'exit est très élevé, eh bien les fondateurs vont rembourser du coup le fonds. Et après l'argent supplémentaire, le fonds va toucher moins que ce qu'il aurait eu au prorata. Donc en fait l'entrepreneur est gagnant. Plus il revend sa boîte, plus l'argent marginal du montant de la revente va être élevé. Donc il a intérêt, donc ça aligne les intérêts avec les investisseurs. Une répartition classique qu'on va retrouver dans une clause de liquid pref, ça va être par exemple d'allouer dans tous les cas 15% du montant de la revente aux entrepreneurs et aux actionnaires les plus anciens, donc notamment les business angels. Ensuite vont venir les liquid pref. Donc l'idée c'est quand même d'assurer un petit retour pour continuer à motiver dans tous les cas les fondateurs, mais on le limite, on le plafonne à 15%. Ensuite on va avoir la liquid pref qui va venir rentrer en jeu, donc avec des multiples différents, avec des montants qui peuvent être modifiés en fonction du nombre d'années, etc. Donc liquid pref au sens large. Et ensuite derrière l'argent qui reste va être distribué soit entre uniquement les actionnaires et fondateurs historiques, soit au prorata. Donc notamment si la clause de liquid pref était un peu plus douce quoi. Si elle est plus dure, il va rester plus pour le 3. En fait c'est assez équilibré bien souvent. Ou alors ça peut être du coup dans des clauses un peu plus complexes, on va répartir entre le fonds qui bénéficie de liquid pref et les actionnaires, mais en donnant un petit peu moins que leur prorata au fond. On peut imaginer plein de possibilités au niveau de ça. Alors cette clause de liquid pref, elle est pas là pour rien. Elle est là notamment par exemple pour protéger les nouveaux investisseurs. Un exemple, vous êtes business angel, la boîte lève
lève un tour à 50 millions par exemple, vous êtes arrivé à 1 million. Donc déjà votre tour il est incroyable. Mais la boîte qui arrive à un tour de 50 millions, bon je simplifie, je prends pas en compte la dilution, elle veut incentiver au maximum les fondateurs à revendre à plus de 50 millions évidemment, parce que si la boîte elle est revendue à 40 millions, bah eux ils perdent beaucoup d'argent. Mais vous, en tant que business angel, vous avez aucun intérêt à pousser pour vendre à 100 millions. Enfin, bien évidemment vous gagnez plus d'argent. Pour vous, en fait, quand il y a une revente à 40 millions, bah c'est déjà très bien pour vous en fait, même s'il y a eu un tour à 50 millions. Donc l'idée c'est de eux se protéger un peu en disant bah voilà en fait nous on va toucher beaucoup d'argent, enfin nous dans tous les cas on touche de l'argent même si vous revendez à 40 millions, donc vous avez intérêt à revendre à 100 millions. Donc voilà, donc on aligne les intérêts de tout le monde. Aussi c'était un peu une réponse rationnelle parce que il se trouve que dans les périodes un peu fastes du VC ces dernières années, pendant les périodes Covid, on a eu des valorisations qui ont été très élevées et donc ça a été un peu une réponse un peu classique, enfin pas normale, enfin naturelle plutôt, c'est plutôt ça le terme, des VC qui se sont dit ok bah nous on accepte des valorisations très élevées parce que c'est le marché etc, mais nous on se protège et on veut une clause de liquid pref qui nous protège pour récupérer notre réinvestissement en priorité. On ne croit pas forcément dans la valorisation que vous nous proposez, par contre on pense que si la boîte est revendue dans quelques années, on pense que oui elle vaudra au moins ce qu'on a investi, donc on veut le récupérer en priorité. Après c'est vous qui voyez, vous si vous acceptez ces clauses, nous on s'en fout, on est protégé, c'est vous qui voyez. Et beaucoup de fondateurs ont accepté parce qu'ils n'avaient pas forcément le choix. Un autre problème du coup c'est que le désalignement d'intérêts il est un peu inversé, c'est-à-dire que maintenant c'est le fonds qui a des intérêts un peu bizarres parce que du coup il a investi, lui il est persuadé de retrouver son investissement, donc il peut très bien par exemple accepter une offre qui lui dans tous les cas il fait son 2x de retour, il a pas d'intérêt à vendre plus cher, ou alors un petit peu mais pas beaucoup. Il a intérêt à forcer une vente un peu rapide, et ce qui va du coup maintenant à l'encontre des actionnaires historiques parce que eux ne touchent pas beaucoup d'argent en cas de revente dans ce cas-là. Donc on peut avoir des fois un fonds qui veut revendre vite et des fondateurs et business angels qui ne veulent pas revendre. Donc là on a un intérêt qui est désaligné évidemment, et ça le sachant, bah, des acquéreurs peuvent proposer des prix qui vont être assez faibles, enfin très faibles du coup, qui vont être assez élevés pour assurer le retour des fonds, mais trop faibles pour garantir un retour pour les business angels et pour les entrepreneurs. Donc le sachant, ils peuvent du coup en jouer et proposer le prix qui fait mal, qui peut voilà désaligner les intérêts en interne. Aussi, il peut y avoir une démotivation, notamment bah, justement je vous parlais de ces entreprises qui ont levé pendant le Covid à des montants très élevés, des valorisations très élevées. Ce sont des boîtes qui ont beaucoup recruté, qui ont connu beaucoup de croissance, mais qui n'ont jamais, qui ne sont pas parvenus à atteindre la profitabilité. En fait, ce qu'elles ont fait, c'est au lieu de continuer dans une démarche de risque à 100% et essayer d'aller réussir à devenir une licorne, bah, ils ont rationalisé les choses. Donc ils ont recruté, ils ont arrêté de recruter, ils ont demandé à des gens de partir, et donc elles sont devenues parfois profitables, mais avec des chiffres d'affaires beaucoup plus faibles. Donc on n'est pas du tout dans les ordres de grandeur qui étaient imaginés par les levées de fonds. Et le problème, c'est que dans ce cas-là, bah, les entrepreneurs ont bien fait leur boulot en rendant un peu profitable la société. Donc d'un point de vue économique, c'est bon, mais d'un point de vue financier, c'est pas du tout bon. Parce que aujourd'hui, avec les liquides pref que les fonds ont mis pour se protéger, bah, les entrepreneurs, ils savent qu'ils ne toucheront jamais 1 euro dans la boîte. Donc ça crée un sentiment de frustration et de démotivation qui fait que les entrepreneurs peuvent être totalement déjà démotivés à faire croître la boîte, et aussi ne vont pas vouloir revendre la boîte. Donc du coup, ils vont bloquer une vente alors que le fonds qui est assuré, lui, d'avoir un retour, veut que la vente se fasse. Donc dans ce cas-là, en fait, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que il peut y avoir une nouvelle négociation du pacte d'actionnaires pour réaligner un petit peu les intérêts. Voilà un petit peu, pour finir, les choses que peuvent mettre en place les fondateurs ou les business angels dans la négociation pour essayer de réduire la dureté d'une clause de liquid pref. Évidemment, aujourd'hui, c'est assez irréaliste de dire qu'on ne veut pas de liquid pref parce que tout le monde en fait. Donc il faut regarder un petit peu le benchmark au niveau du marché. Si les levées de fonds se font avec des liquides pref, il faut les accepter. Mais par contre, on peut essayer de les négocier. Comme je vous l'ai dit, notamment, on peut avoir environ 10 à 20% du capital dès le départ qui est alloué aux fondateurs. Peu importe ce qui s'est passé au niveau des liquides pref, ça peut assurer quand même un petit montant, un petit retour sur investissement pour les fondateurs et les remotiver en fait dans tous les cas. Peu importe ce qui se passe financièrement, capitalistiquement, bah, ça peut quand même leur garantir un montant qui les motive et voilà. Et ça c'est une bonne pratique souvent, une pratique courante dans le VC, c'est de garantir les 15 premiers pourcents dans tous les cas au niveau des fondateurs et les premiers business angels. La deuxième chose, c'est peut-être pour les fondateurs d'accepter une dilution un peu plus élevée, donc une valorisation plus faible à un certain moment, contre une liquide pref peut-être un peu moins dure. En fait, souvent, les entrepreneurs qui sont ultra ambitieux vont chercher à se risquer au maximum. Je vous ai expliqué qu'une liquide pref, du coup, plus elle est dure au début, enfin sur les premiers euros d'une exit, plus elle va être favorable ensuite, parce que les fondateurs vont se reluer. C'est-à-dire que si un fonds négocie un multiple plus élevé, en réalité, l'argent
l'argent qu'il y a au-dessus de cette liquide pref peut être très favorable aux entrepreneurs parce qu'ils vont quasiment toucher 100% de ce qu'il y a au-dessus de cette liquide pref. Donc un entrepreneur qui est ultra ambitieux, qui se dit je veux toucher un maximum d'argent, va mettre des liquides pref les plus élevés possibles, va essayer de se diluer le moins possible pour essayer d'avoir un maximum de pourcentage du capital. Mais en fait ça c'est un profil de risque du coup ultra élevé. Et donc la recommandation qu'on peut faire pour essayer de dérisquer un petit peu l'entrepreneur, justement c'est d'être peut-être un petit peu moins ambitieux, d'accepter de se diluer un peu plus et en échange de demander une liquide pref peut-être un peu moins dure. Et donc le dernier point en tant qu'entrepreneur, c'est de garder le contrôle de la société. En tant que fondateur, peut-être que vous pouvez vous allier avec les business angels, donc du coup les business angels faire ce rôle d'équipe avec les entrepreneurs et de garder le contrôle. C'est-à-dire que tant que vous avez le pouvoir de décision sur la possibilité de revendre ou pas la société, tant que vous avez la possibilité de ne pas revendre la société quand le fonds le veut, en fait vous avez une possibilité de bloquer la vente. Vous avez dans ce cas-là la possibilité de renégocier les conditions, c'est ce que j'expliquais juste avant. Si les entrepreneurs n'ont aucun intérêt à vendre et qu'ils ont encore le contrôle et la possibilité de bloquer une vente, le fonds a intérêt à discuter et négocier avec les fondateurs parce que le fonds il a beau avoir un liquide pref, si la boîte ne se revend jamais, il ne bénéficiera jamais des liquides pref. Donc c'est important de garder un peu un contrôle, un pouvoir de négociation dans ces cas-là. Donc voilà, donc c'est tout pour les 3 éléments un peu pour contrer, alors c'est pas pour contrer les liquides pref, mais c'est pour réduire leur impact, en sachant que vous n'avez pas le choix en tant qu'entrepreneur, business angel, les liquides pref c'est obligatoire aujourd'hui, vous pouvez en tout cas négocier leur dureté. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura été utile. En tant que business angel, nous on a l'habitude chez Business Angel et Grandes Écoles, chez Badge, d'avoir à gérer ces questions de liquide pref. On a un pacte d'actionnaires qui est templatisé, qu'on réutilise à chaque fois, comme ça vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Donc vous avez dans la description un lien vers businessangel.info, c'est le site de Business Angel et Grandes Écoles, donc je suis le délégué général. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, à cliquer sur plus d'infos et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions pour potentiellement vous avoir en tant que membre chez Badge. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.